France Inter. Éric Delvaux, le 6-9 du week-end. Bonjour Marianne Chaillan. Bonjour Éric, bonjour Patricia. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et vous partez en lutte contre le mépris affiché, parfois contre la culture populaire, cette pop culture qui est aussi pourtant une porte d'entrée vers des concepts philosophiques. C'est le cas des séries télé et autres films, et c'est donc l'objet de votre livre In Pop We Trust, paru aux éditions des Équateurs. Alors ce qui vous reste en travers de la gorge, Marianne Chaillan, ce sont les mots du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, quand il s'est adressé aux candidats bacheliers confinés, en les enjoignant de lire Phèdre, oui, plutôt que de regarder Netflix. Pourquoi avez-vous été si irrité en entendant ces mots, Marianne Chaillan ? Alors, je commence par dire que j'adore Racine, soyons clairs. J'adore la culture dite classique, voilà. Oui. Non, que ce soit clair. Mais il est vrai que dans le contexte que nous avons vécu du premier confinement, les élèves étaient confinés chez eux et notre ministre maintenait le suspense sur la tenue des épreuves du baccalauréat, ce qui était très anxiogène pour les élèves. Ils savaient pas si oui ou non il y aurait des épreuves. Et la raison qu'il a invoquée, c'est « je maintiens le suspense, comme ça les élèves liront Racine plutôt que de regarder Netflix ». Je comprends bien l'idée, mais ça me paraissait assez symptomatique de ce mépris de la culture dite populaire, comme si, au fond, elle n'avait aucune vertu. Il me semble qu'elle en possède quelques-unes. On va en reparler évidemment de toute cette matinée. Regardez la pop culture de haut, c'est un mépris de classe ? Oui, en partie, entre autres. D'ailleurs, je cite dans la préface Marcel Proust lui-même, de la grande culture, qui dit que mépriser cette culture populaire, c'est faire preuve d'une forme d'ingratitude, de mépris de classe, effectivement. Il parle, lui, de la musique populaire. Oui, il défendait la musique populaire. Oui. Voilà, par rapport il dit, bon, la musique populaire, elle a été beaucoup chantée, beaucoup jouée, elle s'est remplie du rêve et des larmes des hommes, et à ce titre, nous devons la vénérer. Elle occupe une place immense dans l'histoire sentimentale des sociétés, et c'est ce que je pense de la culture populaire dans son ensemble. Oui, comme Platon qui avait ses mythes, La Fontaine avec ses fables pour transcender les esprits finalement, et les séries télé, donc c'est du même acabit. Mais oui, vous citez La Fontaine, et c'est une fable en particulier qui s'appelle Le pouvoir des fables, excellente, qui raconte comment un orateur qui veut interpeller le peuple d'Athènes lui tient un discours rationnel, personne n'écoute vraiment, ils n'en ont rien à faire. Puis il se demande comment capter leur attention, et il raconte une histoire. Et quand il raconte une histoire, tout le monde tend l'oreille, et l'histoire est le moyen, le médium qui permet de faire passer le message. Et je pense que certains objets de la culture populaire, certaines séries, certains films, évidemment, ont cette forme-là d'une histoire et font passer à travers cette forme des messages de grande valeur. Cela dit, Marianne Chaillan, à propos de cette façon de raconter des histoires, ça a été conceptualisé aux États-Unis, ça s'appelle du storytelling et ça se décline dans le marketing, dans la politique. Ça a aussi ses limites de raconter des histoires pour faire passer des messages. Non probablement, mais écoutez, moi je vois surtout les vertus. Moi j'en vois surtout les vertus parce que, par exemple, en tant qu'enseignante, mais j'imagine pour vous aussi, à la radio, moi quand j'ai face à moi des élèves et que je dois leur parler d'un concept philosophique pondu par quelqu'un qui est mort depuis 2 siècles, spontanément j'ai pas forcément l'adhésion du public. Voilà. Par contre, si je leur raconte une histoire qui va les emporter, sans même qu'ils s'en aperçoivent, je vais les amener à comprendre le concept. Je vais pas le galvauder, je vais pas le dénaturer. Il s'agit toujours d'aller au concept. Et on va prendre des exemples dans un instant. Mais Marianne Chaillan, le mépris est tel qu'on culpabilise quelquefois d'aimer ce qui divertit. On peut avoir honte, alors que il n'est plus à démontrer. En tout cas, vous le faites là, de démontrer les vertus pédagogiques du divertissement. Mais vous avez parfaitement raison, et c'est mais moi-même parfois j'intériorise ce mépris-là en disant je dois avouer j'adore Harry Potter, comme si c'était une honte. Ouais. Donc effectivement il y a une forme de sentiment de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait à la hauteur, et ce que j'essaye de faire c'est de montrer que
Bien sûr, il s'agit pas de dire, j'ai écrit un livre sur les chansons de variété où j'analyse des chansons de Céline Dion, en montrant qu'il y a du David Hume que ça peut nous permettre de comprendre des concepts. Il s'agit pas de dire que, écoutez, Céline Dion se substitue à la lecture de David Hume. Il s'agit de dire que la porte d'entrée de ce temple qu'est la philosophie n'est pas facile, il faut bien le reconnaître. C'est abstrait, c'est technique, mais les objets de la culture pop nous en ouvrent la porte. En même temps, il faut vulgariser sans dériver, quand même. Exactement, c'est la difficulté. C'est vraiment un fil tendu, pas galvaudé, pas dénaturé, surtout pas, mais donner accès. La preuve par l'exemple, si pour vous donc Phèdre, ce n'est pas Phèdre ou Matrix, mais Matrix avec Phèdre, en quoi cette série Matrix du début des années 2000 est-elle justement une porte d'entrée vers la philosophie ? Alors, Matrix, ce sont une série de films, vous vous en rappelez. Alors évidemment, si on pense au combat, on vous demande ce qu'il y a de philosophique, mais vous vous rappelez, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez jamais fait un rêve si précis que vous étiez persuadé de sa réalité ? Si, je le fais souvent. C'est une grande question de philosophie. Ce rêve étrange et pénétrant, oui. Voilà, c'est tout à fait. Et bien, une femme qui vous aime, que vous aimez aussi, et qui n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Exactement. Mais imaginons et donc, que Matrix vous ne puissiez pas sortir de ce rêve. Comment on ferait la différence entre le rêve et la réalité ? C'est une question classique de la philosophie. C'est une question qu'on trouve dans Matrix. Et plus de 2000 ans avant ce film culte, un texte non moins culte de la philosophie anticipait le scénario. Et ce texte, c'est La République de Platon, où Platon nous raconte une histoire étrangement semblable. Alors, il l'appelle pas la matrice, il appelle ça la réalité sensible. C'est l'histoire de la caverne. On a tous, vous connaissez l'allégorie de la caverne. Oui, voilà. Avec un effet d'ombre. Tout à fait. Et ce que Platon appelle la réalité sensible, c'est la matrice. Ce que Platon appelle le monde intelligible, c'est ce dehors de la matrice. Et Platon nous apprend ce que va nous apprendre le film. Et d'ailleurs, moi, quand je commence mon cours sur la vérité, qui est très abstrait, qui est très dur, je commence par visionner avec mes élèves un extrait de Matrix, et où on peut vraiment voir des analogies très fortes entre la scène où Néo s'abstrait de la matrice et le moment où le philosophe sort de la caverne. Donc Matrix, illustration d'un choix de vie entre le réel et nos illusions. Mais après tout, pourquoi ne pas rester dans nos illusions ? Tout à fait, on pourrait, mais simplement, comme le dit une autre philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, on n'accomplirait pas vraiment son essence d'être humain. C'est la leçon de Platon. Si on sort de la caverne, c'est pour penser, c'est pour accéder au réel véritable. On peut très bien vivre dans le confort de la matrice, on peut très bien vivre dans le confort des illusions. Simplement, on aura une existence qui n'accomplit pas pleinement son humanité. Et on peut aussi trouver le bonheur, sinon son bonheur, mais le bonheur, même dans les moments les plus sombres. Alors là, je sens que vous me citez Harry Potter. C'est une phrase de Dumbledore. Vous voyez comme il y a de la sagesse. Oui, on peut trouver. Il suffit de se rappeler d'allumer la lumière, dit Dumbledore. Vous voyez, c'est une phrase mythique de la série culte Harry Potter et qui nous donne à penser. D'ailleurs, en ce moment, nous vivons une période particulièrement sombre. Pouvons-nous vraiment trouver le bonheur ? Il suffit d'allumer la lumière. Alors là, si on essaye de traduire, c'est difficile, mais on pourrait se tourner vers la philosophie stoïcienne. Vous voyez, en fait, ce qui moi me frappe, c'est que les grands objets de la culture populaire nous véhiculent sans même qu'on s'en rende compte et tout en même temps qu'ils nous divertissent des leçons de sagesse philosophique. Harry Potter, la leçon que vous en tirez, c'est quoi ? C'est s'émanciper pour devenir libre ? Alors Harry Potter, il y en a plein, vraiment. Non, vraiment, j'ai écrit un livre spécifique. Et son école Poudlard qui est faite pour ça. Poudlard, ce n'est pas autre chose que l'école philosophique. Mais voilà, c'est le pari en tout cas que j'ai fait dans mon premier ouvrage, qui était entièrement consacré à Harry Potter. Bon là, j'en parle évidemment puisque c'est un amour que je porte réellement à cette série. Non, vraiment, je pense que dans cette saga, qui a eu le mérite, vous êtes d'accord, de réconcilier énormément d'enfants avec la lecture. Et comment cette saga, bizarrement, qui s'adresse premièrement à des enfants, a été une formidable leçon sur la finitude et sur la mort. C'est pas évident spontanément, ce petit sorcier, cet univers merveilleux, la magie. Derrière tout ça, il y avait une méditation profonde de la finitude humaine. Parce que Harry Potter, par rapport à son ennemi, Lord Voldemort, c'est celui qui va apprendre à perdre les siens, à perdre y compris sa propre vie. Lorsqu'il s'avance dans la forêt interdite, il va apprendre que la mort est une dimension essentielle de l'existence, alors que Voldemort, lui, se refuse absolument à l'idée de pouvoir mourir.
Alors, vous refusez donc de laisser la philosophie appartenir à une caste de sachants, au risque d'en être exclu à vie, écrivez-vous dans votre livre. Qui vous montre du doigt ? Bon, écoutez, ce qui m'intéresse plus, moi, c'est ceux que je conduis vers la lecture et la lecture des philosophes. Ma question était, est-ce que dans l'éducation nationale, votre méthode, votre discours et votre méthode est bien perçue, sont bien perçus ? De plus en plus, dites-le, chez mes confrères. Non, de plus en plus, je pense que la majorité des enseignants de lycée, en tout cas, ont bien compris que c'était une stratégie de survie nécessaire pour la philosophie. On doit faire preuve de cette pédagogie-là. Après, il est vrai que une autre partie vont sourire de façon un peu méprisante à l'idée que l'on puisse utiliser ce genre d'objet comme si on galvaudait la philosophie. Et sur le même thème, vous le rappelez encore dans votre livre, hein, enseigner et plaire, en latin docere et placere, ça va de pair comme chez les Grecs, le verbe étudier, synonyme de loisir. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on parle de la France, l'éducation nationale aurait donc oublié le gai savoir, selon Nietzsche. Vraiment, encore une fois, je crois que ce sont des pratiques individuelles et je pense que beaucoup de professeurs de philosophie aujourd'hui utilisent ces stratégies pédagogiques. Mais c'est vrai que on a tous à l'esprit, je ne sais pas si vous avez eu ce malheur d'un cours de philosophie tellement ennuyant qu'on pourrait s'endormir. Et malheureusement, ça dessert autant la philosophie que la culture populaire qui est méprisée. Et bon, voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que la philosophie, parfois, elle a ce visage-là quand même, hein, d'un vieillard en toge qui s'amuse tout seul à manier des concepts abstraits, coupés du réel, coupés du monde, qui n'intéressent personne. J'essaye tout autant que de promouvoir la culture populaire, de réhabiliter le caractère inactuel, au sens intempestif, c'est-à-dire toujours contemporain de la philosophie, toujours nécessaire, de pas laisser cette image de la philosophie comme une science coupée du réel et réservée à des vieillards en toge. C'est quelque chose qui peut nous aider à vivre encore aujourd'hui. J'avais un prof qui avait des feuilles, c'était une vieille dame, elle tenait à peine debout et elle avait des feuilles jaunies par le temps et qu'elle lisait d'année en année depuis au moins 40 ans. D'ailleurs, je fais une parenthèse, est-ce qu'il faut enseigner la philosophie aux enfants très 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 jeunes ? Oui, c'est ce qu'on dit maintenant, de plus en plus jeune. Je pense, j'ai eu la chance d'intervenir dans des classes d'école primaire et à ma grande surprise, vraiment, les jeunes que j'avais devant moi, je n'ai affaire qu'à des élèves de terminale, mais ils avaient des réflexions d'une pertinence totale. Et un vrai cours de philosophie peut avoir lieu avec des enfants. Alors pourquoi différer de philosopher quand on peut le faire ? Mais Marianne Chaillan, c'est aussi, la façon dont vous y prenez, c'est aussi une façon de restaurer finalement la pop culture, c'est-à-dire la culture qui intéresse les jeunes et leur montrer que c'est pas une sous-culture. Oui, c'est vrai, souvent d'ailleurs, et c'est la première fracture que j'essaye de résorber quand je rencontre mes élèves. Ils ont l'impression que je viens d'un autre temps et que même appartiennent à une autre culture et que le dialogue est impossible. Et aller les chercher sur leur terrain, sur le terrain de la culture qu'ils manient tous les jours. C'est pas simplement s'abaisser, c'est tisser un pont. Et ce pont, il peut du coup être emprunté dans les deux sens ensuite. Et j'ai des parents d'élèves qui sont venus me voir en me disant « Mon Dieu, je vous dois quelque chose que je n'avais jamais imaginé vivre. » Ah bon ? Quoi donc ? J'ai trouvé mon fils en train de lire Épictète. Formidable, bon, voilà. Mais vous les bousculer aussi d'une certaine manière. Oui, et j'espère bien. C'est le but de la philosophie. Non, mais ils sortent de leur certitude. Par exemple, quand on dit « je pense que », peut-être que vous leur montrez que est-ce qu'on pense vraiment par soi-même quand on pense penser. Mais vous citez le titre de mon livre consacré à l'éthique. Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? C'est un livre où je soumets les lecteurs à des expériences de pensée qui sont effectivement assez troublantes puisque on se rend compte que parfois on est pétri de contradictions. Et oui, c'est l'effet en tout cas que j'espère provoquer chez mes élèves, chez mes lecteurs, que de bousculer des certitudes et de les amener du coup, de mettre en mouvement une pensée et ensuite une fois qu'on a mis en mouvement le désir d'apprendre, le chemin se poursuit tout seul. Mais alors si la philosophie dans les séries télé, c'est une question d'émancipation comme vous le dites, s'émanciper de quoi ? Je sais pas si je dis que les séries télé sont une question d'émancipation, mais qu'on doive
remettre en question ce qu'on a toujours d'abord tenu pour acquis. Et c'est ce que nous disions avec Matrix tout à l'heure. C'est une des conditions de la liberté, de pouvoir penser par soi-même, de pouvoir être aux commandes de son existence, de pouvoir se définir soi-même, et non pas de suivre un chemin déjà tout tracé, balisé, qu'au fond, voilà, nous empruntons sans même nous rendre compte qu'il a été dessiné par d'autres. Pour nous-mêmes. Alors un autre exemple, avec Star Wars, le film pose une question de fond. Est-ce que nous existons pour apprendre à mourir ? Il n'y a pas plus philosophique comme question au final. Oui, tout à l'heure, nous parlions déjà de cette question de la mort avec Voldemort et Harry Potter. Anakin Skywalker, j'ai toujours aimé ce personnage, et je me suis ensuite demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez lui. Et finalement, il va céder à la tentation du côté obscur. Oui, je suis sûre que nous sommes tous Anakin Skywalker, au moins au départ. La question est qui parmi nous cédera au côté obscur. Et qu'est-ce que c'est de céder au côté obscur et de devenir Dark Vador ? C'est justement de refuser la finitude. Rappelez-vous qu'Anakin est un Jedi très doué, mais qui va perdre sa mère et qui entrevoit qu'il va perdre sa femme. Et il se refuse totalement à perdre sa femme, et pour cela, il va pactiser avec le côté obscur de la Force, résistant aux leçons philosophiques de Maître Yoda, qui lui dit tout d'abord qu'il faut accepter de perdre ce que nous devons perdre, et que la mort est un événement parfaitement naturel. Même si ça nous paraît injuste, scandaleux, insupportable de perdre nos proches, il n'y a là rien que de très naturel. Et c'est un exercice spirituel que les philosophes stoïciens nous demandent de faire quotidiennement. Ce que vous appelez, ce qu'on appelle les philosophes stoïciens, c'est-à-dire les philosophes de l'éthique personnelle. C'est important de préciser ça peut-être. Les philosophes stoïciens, c'est un courant philosophique. À cette époque-là, en Grèce antique, à la période hellénistique, on faisait de la philosophie. Pourquoi ? Non pas pour passer le baccalauréat ou pour briller. On faisait de la philosophie parce que c'était une thérapeutique. C'était le moyen d'atteindre le bonheur. Et il y a une école qui avait été fondée, l'école stoïcienne, qui a développé un certain nombre de leçons, et de leçons très concrètes, parfois d'exercices spirituels qu'il fallait faire tous les jours pour justement atteindre cet état de bonheur qu'ils appelaient l'ataraxie, et qui consiste dans une absence de troubles. Et un des troubles qui nous bouleverse, c'est la peur de la mort. Et donc ces philosophes stoïciens, aujourd'hui, ce ne sont finalement pas autre chose que des cousins des Jedi. C'est bien ça votre théorie. Et heureux sont ceux qui lisent Épictète, parce que qui différenciait ce qui dépend de nous, c'est-à-dire ce qui dépend de nous, c'est la pensée, c'est le désir, etc. Et ce qui n'en dépend pas, et ça je trouve que dans notre société c'est bon de le rappeler, l'argent et la réputation, parce que ça c'est considéré par Épictète comme quelque chose de très faible. Oui, et vraiment, et si chacun d'entre nous observe, si on se demandait que désirons-nous, et les premiers désirs qui nous viendraient à l'esprit seraient probablement, malheureusement, des désirs dont la réalisation ne dépend pas de nous. Et en ce sens, les philosophes stoïciens nous diraient « Vous êtes parfaitement malade, venez vite faire de la philosophie, venez vous soigner ». Parce que ces désirs-là, pourquoi ils sont néfastes ? Parce qu'ils nous exposent à la souffrance, puisque ça ne dépend pas de nous de les réaliser. Oui. On lira ça donc dans votre livre, et puis il y a Friends aussi, pour ceux qui se questionnent sur le mariage et l'émancipation de ce rituel social. On lira la vision, en tout cas les leviers philosophiques de Friends et vice versa. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin, Marianne Chaillan. Merci à vous. Professeure de philosophie. Votre livre donc In Pop We Trust, paru aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup et bonne journée.